Vous pensez connaître les cow-boys, leurs habitudes et leurs plus sombres histoires ? Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui fait rêver, mais qui est souvent mal compris. Le cow-boy. Vous l'imaginerez sûrement blanc, en cavalier solitaire, parcourant les plaines du Far West, flingue à la ceinture, mais la réalité est un peu différente. Le mot cow-boy vient de l'anglais cow, vache, et boy, garçon, donc littéralement garçon de vache. En français, on pourrait dire vacher ou bouvier. Son boulot, c'est s'occuper du bétail dans les grands espaces, et principalement aux États-Unis, mais aussi en Australie, où on parle d'outback. Ok, ça fait tout de suite moins rêver. Aujourd'hui, on va débunker ce mythe du cow-boy. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous votre Virgin Whisky virtuel préféré, et partons à la découverte de ce personnage à aura plus 1000. On va remonter un peu dans le temps pour comprendre d'où vient ce métier. Parce que oui, le cow-boy américain ne sort pas de nulle part. Ses origines remontent à l'époque coloniale espagnole. Tout commence avec les conquistadors espagnols qui, au XVIe siècle, explorent et colonisent une grande partie du continent américain, notamment le sud-ouest des États-Unis qu'on appelle alors le Nouveau-Mexique. En 1540, une expédition menée par Francisco de Coronado traverse ces régions avec du bétail. Mais voilà, certaines vaches s'échappent et retournent à l'état sauvage. Tout comme les chevaux espagnols qui deviennent les fameux Mustangs. Quand les Espagnols s'installent durablement au Texas, en Californie et au Nouveau-Mexique, ils introduisent l'élevage de moutons, de bœufs et de chevaux, des animaux que les peuples autochtones ne connaissent pas encore. Les grandes propriétés agricoles de l'époque, souvent gérées par des missions franciscaines, s'appuient sur les vaqueros, ces cavaliers donc chargés de surveiller et de rassembler les troupeaux lors des rodéas. C'est eux qui développent les techniques du travail du bétail et qui inspireront plus tard les cow-boys américains. Leur équipement est d'ailleurs déjà bien rodé, un sombrero pour se protéger du soleil, un bandana pour éviter la poussière, des jambières et des éperons pour monter à cheval, un lasso pour capturer les bêtes. Faut pas oublier que ce sont des travailleurs de conditions extrêmes et que leur problème, ils ne se règlent pas avec des armes. Les cow-boys armés, il y en a, souvent armés par leur employeur d'ailleurs, mais c'était pas la majorité. Avec l'indépendance du Mexique en 1821, la donne change. Beaucoup de propriétaires espagnols quittent la région et laissent derrière eux d'immenses troupeaux de bétail en liberté. Résultat, au début des années 1820, le Texas compte environ 3,5 millions de bovins sauvages, notamment les fameux Longhorns, ces vaches aux longues cornes typiques du Far West. Mais qui dit bétail dit aussi opportunité économique. Les terres des anciennes missions franciscaines espagnoles, aussi appelées ranchos, sont revendues à des colons riches, les rancheros, qui commencent à exploiter ces ressources. Les Amérindiens, eux, resteront pour la plupart chasseurs nomades. Certains Américains flairent aussi le bon plan et veulent tirer profit de cette abondance de bétail, mais il faut des hommes capables de gérer les troupeaux. C'est là que le mot cow-boy commence à se répandre. Les premiers cow-boys doivent acheminer le bétail vers des centres de consommation comme le Missouri ou la Nouvelle-Orléans, mais c'est pas sans risque. Avec l'indépendance du Texas en 1836, les rancheros deviennent ranch. De nouvelles pistes sont ouvertes pour amener les bêtes en Louisiane, au port de la Nouvelle-Orléans. En plus des longues distances, un problème majeur apparaît en 1852. C'est la Texas Fever. Une maladie du bétail qui ravage les troupeaux locaux et les fermiers de la région, ils n'hésitent pas à sortir leurs fusils pour empêcher le passage de ces vaches malades sur leur terre. Ensuite, il y a eu la conquête de l'Ouest. Et c'est à ce moment-là que l'essor du cow-boy atteint son apogée. Après la guerre américo-mexicaine, les États-Unis annexent un immense territoire à l'ouest du Mississippi. L'or est découvert en Californie, c'est ce qui attire une foule de chercheurs d'or et d'aventuriers. Et qui dit plus de population, dit aussi plus de demandes en viande de bœuf. Mais un événement vient tout bouleverser, c'est la guerre de sécession. Pendant cette période, les cow-boys du Texas sont mobilisés, laissant les troupeaux livrés à eux-mêmes. Le blocus du Mississippi force les derniers éleveurs à brader leurs bêtes dans le sud. Le cheptel se refait vite, les populations afro-américaines ne sont désormais plus sous le joug de l'esclavagisme tel qu'il était, et sont en quête de liberté. Certains se tournent donc vers la profession de cow-boy. Mais c'est une image que la suprématie blanche s'est bien gardée de diffuser. Malgré la sécheresse de 1862, les bouviers ont une carte à jouer. Le marché de la viande bovine explose. La consommation de bœuf remplace peu à peu celle du porc, et les abattoirs de l'Est, notamment à Chicago et Cincinnati, ont un besoin énorme en bétail. Seul problème, comment est-ce qu'on peut acheminer toutes ces vaches jusqu'à ces villes ? Et c'est là qu'intervient un homme clé. Joseph McCoy, c'est un marchand de bétail qui a une idée de génie. Plutôt qu'essayer de ramener des vaches directement aux grandes villes, il décide de créer un point d'échange entre éleveurs et acheteurs, situé à Abilene, dans le Kansas, terminus d'une ligne de chemin de fer. En 1867,
il passe un accord avec la compagnie ferroviaire Kansas Pacific Railway et développe toutes les infrastructures nécessaires à l'embarquement du bétail. Mais avant de mettre les vaches dans les trains, il faut d'abord les amener du sud jusqu'à Abilene. Et c'est là que le travail des cow-boys devient essentiel. Des milliers de bêtes doivent être conduites sur plus de 1000 km, depuis le Texas jusqu'au Kansas. Et c'est cette grande transhumance qui a rendu les cow-boys célèbres, avec des longues chevauchées à travers les plaines et parfois sous des conditions extrêmes. Quand on parle des cow-boys, on pense tout de suite aux grands espaces, aux rodéos, aux duels, au soleil couchant, mais leur quotidien il était bien différent de ce que montrent les westerns. Avant de partir sur les pistes, il faut rassembler le troupeau, et c'est pas une mince affaire. Il faut retrouver et regrouper des milliers de bêtes éparpillées sur une dizaine de milliers de kilomètres carrés. Cette étape, on l'appelle le round-up, et elle peut durer plusieurs semaines. En fait, c'est aussi le moment où va marquer les veaux, c'est une technique héritée des vaqueros mexicains, et les bêtes sans marque, appelées Mavericks, sont capturées au lasso et intégrées au troupeau. Une fois tout ce beau monde rassemblé et prêt à partir, l'aventure commence vraiment. Le départ, c'est toujours un moment délicat. Il faut du temps pour que les bêtes s'habituent à leur meneur. Une fois lancées, il faut gérer une colonne mouvante de 3000 têtes sur plusieurs kilomètres de long. Le but, c'est d'aller ni trop vite, ni trop lentement. Trop vite, les bêtes, elles s'épuisent. Trop lentement, elles se dispersent. Le trajet, il peut durer entre 5 semaines et 6 mois, en fonction de la route empruntée et des imprévus. Les cow-boys, ils suivent généralement les points d'eau indispensables pour éviter la déshydratation des bêtes, et les grandes routes de l'époque sont la Chisholm Trail et la Western Trail, qui passent par des villes comme Dodge City ou Abilene. 2 villes dont on aura l'occasion de reparler lors de prochaines vidéos. Ok, mais ils font pas ça tout seuls, les cow-boys. En fait, ils sont organisés en drive. C'est comme une organisation militaire. L'équipe, elle est gérée par un boss. C'est un vétéran qui connaît la route, les passages à gué et les points d'eau. Il est aussi responsable de maintenir l'ordre parmi ses hommes, qui, fatigués et épuisés, peuvent vite devenir nerveux. Autour de lui, il y a une dizaine de cow-boys qui jouent des rôles bien précis. Alors il y a les pointeurs, eux, ils sont à l'avant et ils tracent la route pour maintenir le cap. Ensuite, il y a les flanc-gardes, sur les côtés, qui empêchent les bêtes de s'écarter. Il y a les drag riders, à l'arrière, qui s'occupent des retardataires et ramènent les bêtes égarées, c'est un poste ingrat et poussiéreux. Le cuisinier, qui suit avec son chuck wagon, c'est un chariot de ravitaillement. Et il y a le guide indien qui est souvent engagé pour sa connaissance du terrain et sa connaissance des peuples amérindiens. Contrairement aux clichés hollywoodiens, le plus grand danger pour les cow-boys, c'est pas l'attaque des Indiens. C'est vrai que certaines tribus, elles demandaient un droit de passage sous forme de bétail, mais la vraie menace, elle venait de la nature elle-même. Il y avait les intempéries. Foudre, orage violent, incendie de prairie, y a rien qui épargnait les cow-boys. Par exemple, en 1882, un orage a tué 14 bœufs, plusieurs chevaux et même 2 hommes. Ensuite, il y a les rivières. Traverser un fleuve, c'est une vraie épreuve. Les bêtes, elles peuvent hésiter pendant 3 jours avant de se jeter à l'eau. Et quand elles le font, attention aux noyades. La soif. L'eau, c'est une ressource clé, parfois elle manque cruellement et le troupeau entier risque de mourir à cause de déshydratation. Les prédateurs et les maladies, les loups, les serpents à sonnettes, autant de dangers insoupçonnés qui font des ravages. Et enfin, la stampede. Imaginez un troupeau de 3000 bêtes paniquées qui foncent droit devant elles. Un simple bruit, un orage, le hurlement d'un coyote, et c'est la catastrophe. Un cow-boy racontait qu'il leur avait fallu 1 semaine pour retrouver toutes les bêtes après une panique. Malgré tous ces dangers, la majorité du temps, la transhumance est surtout une routine épuisante. De l'aube au crépuscule, les cow-boys avancent sous une chaleur écrasante dans la poussière, ou sous des pluies battantes. Les distractions, elles sont inexistantes. L'alcool est interdit, et les villes sont toutes évitées. Le soir, après avoir soigné les chevaux et coupé du bois, ils montent la garde par roulement, avant de dormir quelques heures. Certains doivent rester en selle plusieurs jours d'affilée, sans véritable repos. Côté nourriture, c'est spartiate. Du bacon, des biscuits, des haricots et du café. De temps en temps, un bœuf malade est abattu pour améliorer l'ordinaire, et le cuisinier il est souvent détesté des cow-boys, une image qui restera dans les westerns. Enfin, après des semaines d'efforts, c'est l'arrivée en ville. Les cow-boys débarquent dans des endroits comme Abilene, Dodge City ou Newtown, des villes où l'économie repose sur le commerce du bétail, mais aussi sur les plaisirs interdits. Les cow-boys, épuisés, dépensent leur salaire en bains chauds, tailleurs, bars, saloons et autres distractions moins avouables. Les beuveries sont fréquentes et finissent souvent en bagarre. Pourtant, même si ces villes avaient une réputation sulfureuse, les homicides étaient relativement rares. Le port d'armes était interdit et les shérifs faisaient régner l'ordre. Entre 1867 et 1890, on a compté seulement 55 homicides dans ces villes. Mais après quelques jours de folie, les poches sont vides, certains cow-boys trouvent un travail de saison dans un ranch, d'autres partent pour une nouvelle transhumance. En hiver, les drives s'arrêtent. Et beaucoup de cow-boys se retrouvent sans emploi. Certains tuent les loups pour vendre leur fourrure, d'autres réparent des clôtures ou dressent des chevaux. C'est vrai que certains cow-boys se tournent vers le banditisme, mais pas plus que dans les autres professions. Dans les années 1870,
L'Ouest américain est en pleine mutation. Le gouvernement ouvre de nouvelles terres aux colons au Texas, au Nouveau-Mexique, en Arizona et en Oklahoma. Le problème, c'est que l'élevage en open range, celui qui régnait en maître, est forcé de migrer vers le nord, au Wyoming, dans le Dakota et le Montana. Mais la cohabitation avec les nouveaux fermiers, elle est explosive. C'est le début des guerres de bétail. En fait, dès 1874, les fermiers s'organisent en syndicats et commencent à clôturer leurs terres avec du fil barbelé. Une invention qui est toute récente. Les cow-boys, ils embauchent des hommes de main pour couper ces satanées clôtures, mais il n'y a rien à faire. Les barbelés se généralisent. Et pourquoi ? Parce que c'est pas cher et diablement efficace pour bloquer les troupeaux. En quelques années seulement, la production passe de 5 tonnes à 40 000 tonnes. C'est un mur invisible qui met fin aux vastes transhumances. Deuxième gros coup dur, le chemin de fer. Les lignes ferroviaires s'étendent et raccordent directement le Middle West au Texas. Traduction, fini les 1000 km de transhumance. Plus besoin d'emmener les bêtes jusqu'à une lointaine gare, c'est le train qui vient à elle. Et c'est pas tout, les trains amènent aussi une vague de colons qui prennent d'assaut la prairie et veulent plus voir ces troupeaux errants. On ajoute à ça l'élevage ovin qui abîme les sols et obtient un vrai cocktail explosif. D'ailleurs, Frederick Remington, célèbre peintre de l'Ouest, l'a bien résumé. L'arrivée du fil barbelé et du chemin de fer a tué le cow-boy. Comme si ça ne suffisait pas, l'hiver de 86 à 87 frappe fort. Un froid glacial, tempête de neige, 1 million de bêtes périssent. La scène est immortalisée par le peintre et ex-cow-boy Charles Russell dans son tableau Le Dernier des 5000. Même les cow-boys se révoltent. Entre 1882 et 1884, plusieurs grèves éclatent. Les hommes réclament de meilleurs salaires, mais rien n'y fait. L'open range n'est plus rentable, l'élevage s'adapte. Désormais, les troupeaux sont gardés dans des ranchs clôturés et les cow-boys deviennent des ouvriers agricoles. Dans les années 1990, les grandes chevauchées prennent fin, le cow-boy légendaire, cavalier libre de la plaine, devient un simple gardien de bétail. Le rêve de l'Ouest s'efface peu à peu, la piste est finie et la légende commence. Avec l'invention de la presse à vapeur, les éditeurs balancent des tirages rapides à moindre coût. Résultat ? L'apparition des Dimes Novels. C'est des petits bouquins bourrés d'histoires, d'action et d'aventure. À la fin du 19e siècle, les lecteurs américains en ont ras-le-bol des récits de cap et d'épée à la sauce européenne, il leur faut du neuf. Mais c'est pas le seul facteur. Si on revient un petit peu en arrière, en 1860, Ned Buntline, alias Edward Judson, flaire l'opportunité. En fait, en pleine guerre civile, il traverse l'Ouest et croise William F. Cody, un jeune éclaireur qui est un brin frimeur. Buntline en fait un héros de feuilleton dans le New York Weekly. Il mixe ses anecdotes, rumeurs de saloon et pure invention pour créer Buffalo Bill, un cow-boy incroyable. Succès immédiat, les lecteurs en redemandent et bientôt une armée d'auteurs comme Prentice Ingraham et Edward L. Wheeler inondent le marché. Très vite, le cow-boy devient l'archétype du héros américain. Habile, courageux, indépendant, blanc. Il incarne l'esprit pionnier des États-Unis, un homme libre face à l'immensité de la prairie, un monde où l'horizon semble infini, mais qui n'existe déjà plus. La fascination, elle est telle que l'idée de le mettre en scène, elle germe très rapidement. Dès les années 1880, les rodéos explosent. C'est bien plus qu'un simple concours d'habileté. En fait, ces événements, ils permettent aux cow-boys de prouver leur talent à cheval en attrapant au lasso des bouvillons en pleine arène. Rapidement, ces spectacles deviennent un phénomène national et ils le restent encore aujourd'hui. En 1872, Buntline amène le cow-boy sur scène avec la pièce The Scouts of the Prairie, mettant en vedette John Omaundro alias Texas Jack. Et là, c'est un carton. Chicago, puis toutes les grandes villes américaines se ruent sur le spectacle. Mais en 1883, Buffalo Bill passe à la vitesse supérieure. Il crée son propre show, le fameux Wild West Show. Pendant 3 heures, sous un chapiteau, le public assiste aux plus grandes scènes de l'Ouest. Attaque d'un convoi de pionniers, assaut d'une diligence, charge héroïque de la cavalerie, et bien sûr, le massacre final des Indiens, dans une version très romancée. Succès monstre. En 1886, à New York, le spectacle attire 1 million de spectateurs. En 1893, il y a 50 tournées à travers les États-Unis, et bientôt l'Europe s'enflamme aussi. Buffalo Bill embauche des vraies légendes de l'époque. Annie Oakley, elle est capable de découper une carte à jouer d'une seule balle. Sitting Bull, le chef Sioux lui-même. Les Indiens, c'était pas juste des guerriers scalpeurs. Ils cultivaient, chassaient, pêchaient, et vivaient dans des sociétés complexes. Les Blancs n'ont pas respecté les traités qu'ils avaient signés avec eux et c'est ce qui a créé des tensions et des révoltes. Les attaques de diligence, c'était du cinéma. Les Indiens, ils préféraient la guérilla et ils attaquaient que lorsqu'ils étaient sûrs de gagner. Leur cible principale, c'était surtout l'armée et pas du tout les colons. Et surtout, c'était pas des perdants. Ils ont remporté des batailles comme Little Big Horn, où Custer et ses hommes ont été écrasés. Une victoire qui restera un symbole de résistance. En 1902, Owen Wister cartonne avec The Virginian, 50 000 exemplaires vendus en 2 mois. Des peintres comme Frederick Remington ou Charles Russell capturent la grandeur du cow-boy sur leur toile. Ils offrent une vision idéalisée et purement américaine de l'Ouest, loin des influences européennes. En 1903, c'est le premier western qui voit le jour. Bien sûr, ces films ne sont pas très fidèles à l'histoire, mais avec des décors naturels de l'Arizona, ils projettent un Ouest sauvage et grandiose sur grand écran.
et ça marche. Depuis, 1700 westerns ont été tournés, et certains sont devenus cultes. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Et voilà, l'histoire des cow-boys telle qu'on la connaît aujourd'hui, à la fin du 19e siècle, ils sont devenus héros de romans, puis de BD et de films, notamment à Hollywood, où ils sont représentés comme des cavaliers audacieux, des tireurs d'élite, prêts à affronter tous les dangers pour défendre le bien. Dans ces récits, on imagine souvent des cow-boys blancs d'origine européenne, mais en réalité, ils étaient nombreux à être d'origine mexicaine et afro-américaine, ou même amérindienne. Pourtant, la pop culture, la suprématie blanche et Hollywood a préféré mettre en avant une image plus glamour, celle du cow-boy incarnant des valeurs américaines, courage, liberté, indépendance. En réalité, le cow-boy, c'était bien plus qu'un simple personnage de western, c'était un travailleur acharné, un homme de labeur, souvent mal payé, mais essentiel à l'économie de son époque. Et encore aujourd'hui, on retrouve des cow-boys modernes, notamment dans les ranchs des États-Unis. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de cow-boys, rappelez-vous, avant d'être des icônes de cinéma, c'était surtout des hommes de labeur, de toutes les couleurs, façonnés par la dureté de leur travail et les conditions de vie dans le Far West. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Maintenant qu'on a posé les bases pour entrer dans cet univers de l'Amérique de la fin du 19e siècle, l'aventure va pouvoir commencer. Dis-moi en commentaire quel personnage de cette époque, quel film ou quelle série t'a le plus marqué. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet. Suis-moi sur Twitch, les informations sont en description ainsi que les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour réaliser cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans l'aventure.